Bonsoir et bienvenue dans Empathie. Je suis Benjamin Lubzinski et je serai pour la prochaine heure votre guide en pays d'hypnose. Ce soir, je vous propose une histoire hypnotique inspirée d'un grand classique de la littérature scandinave. Non, ce n'est pas La Petite Sirène, c'est Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. C'est un roman de Selma Lagerlöf. Alors, ce n'est pas promis que ce soit en suédois dans le texte, mais j'ai essayé de faire des efforts. Selma Lagerlöf est née en 1858 dans la province de Värmland. Je ne m'économise pas en termes d'élocution, de prononciation et d'essais malencontreux à parler suédois, mais sachez qu'elle fut la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature en 1909. Son œuvre, que vous allez vivre dans cette histoire hypnotique, qui vous emmènera très loin, vers un état de calme profond, vers le sommeil. Son œuvre donc mêle réalisme, poésie et merveilleux. Elle est enracinée dans les paysages nordiques et les légendes rurales de la Suède. Dans Nils Holgersson, qui est un livre qui en fait a été écrit au départ comme une sorte de livre de géographie pour les écoliers suédois, pour qu'ils connaissent leur pays. Imaginez que si on avait la même chose chez nous, on connaîtrait peut-être bien l'Anjou, la Corrèze ou que sais-je, on n'en aurait pas une idée vague. Eh bien, cette leçon de géographie, elle l'a transformée en quelque chose de bien plus grand, une sorte de conte initiatique d'une rare beauté. On y suit Nils, un garçon espiègle et surtout paresseux, qui est changé en lutin, en tomteux, pour avoir maltraité un esprit de la maison. Alors, emporté sur le dos d'un jar blanc au milieu d'un vol d'oies sauvages, il traverse la Suède du sud au nord, découvrant la grandeur du pays, la sagesse des animaux et la valeur de la bonté. Que de belles et bonnes choses qui, vraiment prendront vie et racines en vous à mesure que vous ferez bien plus que d'écouter cette histoire. Vous allez la vivre. Et avec elle, ses valeurs et sa beauté. Ce soir, vous allez voyager avec lui, donc avec Nils, dans un monde suspendu entre ciel et terre, porté par le vent froid du nord et la lumière pâle des grands lacs. Vous sentirez le battement régulier des ailes, la fraîcheur de l'air, la lente dérive au-dessus des forêts et des fjords. Et puis, peu à peu, tout deviendra plus calme, plus doux, comme si vous glissiez vous-même dans le silence des hauteurs, loin, très loin vers l'hypnose. Ah oui, avant d'être trop zen pour le faire, n'oubliez pas de vous abonner et si vous écoutez / regardez ce podcast sur YouTube, vous pouvez aussi soutenir la chaîne et écouter les séances sans pub en appuyant sur rejoindre. Mais maintenant, place à l'hypnose, place à la Suède, place au rêve, place au voyage. On ne voyage pas vers l'hypnose. C'est l'hypnose qui voyage vers vous, en vous, qui se développe. Et ce voyage intérieur demande tout sauf des efforts. Il suffit de s'installer confortablement, de se sentir bien, de se laisser porter par la voix et tout le reste suit progressivement. Vous allez rentrer de plus en plus en transe et bientôt vous rentrerez dans un livre, dans une histoire. Alors, laissez-moi maintenant vous tutoyer. Nous allons, franchir les limites de la conscience pour aller vers l'hypnose. Et ce chemin que nous allons parcourir ensemble, mérite un tel tutoiement. Alors, maintenant tu vas pouvoir plonger progressivement en transe. Comme je te le disais, tu n'as rien à faire pour parvenir à l'hypnose. Seulement à te laisser porter par mes mots, sans effort. Chacun déposera comme une sorte de graine en toi et tout convergera vers un état hypnotique de plus en plus doux et profond, sans que le temps ait la moindre importance. Imagine seulement si tu pouvais, comme Mary Poppins, sauter dans un livre et te retrouver projeté dans un autre monde. Et si... Non. Il n'y a pas de et si, c'est ce que tu vas vivre. L'imagination est faite pour ça, elle est faite pour créer en toi un monde nouveau et à mesure que tu l'arpenteras, il te changera.
Et l'hypnose dans laquelle je vais t'accompagner va donner vie et sens à ce monde, à ton rythme, car rien ne presse. Chacun a son tempo. Pour ceux qui sont le plus en contrôle, cela prend un peu plus de temps. Pour ceux qui ont l'habitude de l'hypnose et qui écoutent quotidiennement ces séances, cela va toujours plus vite et le monde dans lequel on se retrouve est de plus en plus fabuleux, coloré, vivant. Ton corps restera de ce côté, bien sûr. Il sera de plus en plus calme, immobile, mais ton esprit, lui, va franchir les pages du possible. Tu le sais, ou tu vas l'expérimenter. Ensemble, nous allons créer le réel. Nous cheminerons portés par les mots sacrés, les mots justes, ceux qui gardent encore en eux un peu de la magie originelle. Je parlais de graines tout à l'heure. Des graines de nouvelles vérités, de nouveaux mondes, des graines de possibles. Car je les connais, ces paroles qui vont te faire entrer en transe toujours davantage. Et pour ce qui est des univers qui naîtront dans ton esprit, c'est le rêveur qui s'en occupera. Oui, c'est comme ça que je l'appelle, ce n'est pas moi. D'autres parlent d'inconscient, de subconscient ou de ça. Que de mots jargonnants ou abstraits pour désigner ce qui en toi recèle de la plus belle magie. Et les mots que l'on choisit n'ont pas d'importance, car à l'instant même, alors que tu écoutes ces paroles tout en te croyant peut-être encore parfaitement conscient, déjà le rêveur s'est emparé du titre de l'ouvrage, de ce voyage de Niels, et à grands traits d'esquisse, il prépare, le lieu futur de ton hypnose. Déjà, le songe en toi se prépare, déjà il commence à germer, et bientôt, il percera la terre pour se retrouver à la lumière de tes rêves. Mais d'abord le voyage en toi-même, de plus en plus profondément en toi-même, à mesure que filent le temps et les mots, mais vers l'imaginaire, toujours l'imaginaire. C'est ton unique cap. Tu sais, je crois que tu le remarques bien. Tu vois à quel point tu n'as pas à faire d'efforts. Tu n'as même pas à y prendre garde. Tu peux te laisser complètement porter si tu le veux. Tu peux regarder mes mots passer à la fenêtre du train de tes pensées et déjà te sentir plus songeur, plus méditatif, plus détaché de l'horizon du quotidien. As-tu remarqué que certains de ces mots, de ceux qui ont précédé donc, se sont déjà effacés, comme si tu avais commencé à être ailleurs ou comme si déjà en toi, ils étaient parvenus à une zone plus cachée, plus profonde de ta psyché. Ou donc, je crois que tu connais la réponse. Là où tu vas, c'est plus proche des mondes flottants, plus proche de toi-même, plus proche de l'hypnose. Observe ce corps, oui. Observe de quelle manière il se relaxe tout seul. Sa respiration, bien sûr, devient de plus en plus régulière et t'emporte toujours plus loin dans le voyage de l'esprit. Allez, peut-être pas un grand effort, mais juste un petit effort. Laisse prendre au corps 2 respirations profondes, comme un élan vers un ailleurs, que son souffle devienne encore plus lent et doux. Dis-moi, l'as-tu déjà perçue? Elle est si mince, fine et longue, presque invisible, cette chaînette argentée qui, seule, attache la légèreté de ta psyché à l'enveloppe engourdie, abandonnée sur ce fauteuil ou ce lit dérivant vers une relaxation de plus en plus grande. Oh, le joli mot de psyché. Quel pouvoir il recèle, quel mystère. Ce mot de psyché qui, comme un encensoir, répand les plus subtiles évocations, celles qui vont te faire voyager encore plus loin au centre de toi-même vers l'hypnose, toujours plus loin. La psyché, c'est ton esprit pensant qui s'éloigne sur le chemin lumineux de l'imaginaire. Psyché, comme dans le mythe d'Héros et Psyché, je me souviens de ton histoire aux princesses, elle ne sort pas de mon esprit, je la rêve même en ces mots.
Mortel, ta beauté n'aurait pas dû éclipser celle d'Aphrodite pour te punir. La déesse de l'amour t'envoya son fils, le dieu ailé armé de ses flèches. Il lui désobéit, et de toi, il s'est pris. Pourtant tu trahis sa confiance, hélas, ainsi qu'en témoigne Apulée dans ses Métamorphoses. Et tu dus affronter de nombreuses épreuves avant de pouvoir regagner son amour et goûter avec lui au nectar, à l'ambroisie, à la divinité. Et passé ton apothéose, on raconte que Zeus, le porteur de foudre, t'offrit des ailes de papillon, un peu comme celles sur lesquelles volent, voguent, se transportent tes pensées, tes rêves, des ailes de papillon donc comme celles de l'espèce à qui tu devais donner ton nom, Psyché. Toi qui m'écoutes, toi aussi ta Psyché a des ailes, elle en aura davantage tout à l'heure lorsqu'elle sera portée par ces oiseaux au-dessus des terres de Suède. Contemple donc les pensées légères qui s'envolent sur les courants aériens de mes mots, alors que le corps lourd s'enracine de plus en plus dans la pesanteur immobile et engourdie d'une méditation tranquille. Laisse ton inconscient faire briller pour toi l'ovale de l'un de ces grands miroirs que l'on appelle aussi Psyché, et déférence gardée envers Alice. Traverse-le, ce miroir. Comme ça, va de l'autre côté, et sans te poser de questions, découvre ce que tu as à y trouver, c'est-à-dire une bibliothèque merveilleuse, une bibliothèque infinie. Sache que tous les livres écrits ou qui auraient pu être écrits s'y trouvent, et chaque page de chaque ouvrage peut ouvrir la porte d'une myriade de mondes. Tous les univers dans un seul endroit, tous les rêves dans un seul esprit, le tien. Tu entres encore plus en transe. Et quelque part, dans un de ces rayons, l'on peut même trouver le livre de ta vie. Et voilà ce qu'on pourrait y lire. Quand il avait commencé à entendre ces mots, il ne s'attendait pas à aller aussi loin. Où exactement, cela restait à préciser. L'endroit semblait changer du tout au tout à chaque instant. Ce qui ne changeait pas, c'était le corps dont les yeux se fermaient. La respiration se ralentissait et semblait de plus en plus endormie. À chaque fois qu'il les entendait, la transition se faisait plus rapide. Tu es en transe. Ces mots, il les sentait, qu'il engourdissait. Tu es en transe. Le corps seulement plus lourd, tu es en transe. L'esprit, lui, au contraire, semblait gagner en légèreté. Tu es en transe. En pensée, il avait traversé un mystérieux miroir pour se retrouver dans une bibliothèque encore plus mystérieuse. Il aurait pu y trouver l'histoire de sa propre vie et, comme dans une mise en abîme, s'y lire lisant le livre qu'il tenait. Comme dans l'histoire sans fin, tu es en transe. Et comme dans l'histoire sans fin, ton esprit inconscient est une histoire sans fin. Et les mots ne servaient plus à rien, car même lorsqu'il cessait de les entendre, il les vivait dans sa chair. Tu es en transe. Oui, il le savait déjà. Sortons de cette boucle, veux-tu, et retrouve-moi dans l'une des allées de cette Alexandrie de papier. Tends le bras sur le premier rayon et saisis le livre qui t'y attend. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Ce livre, il ouvre pour toi ces pages et un monde qui va se développer comme un rêve tout autour de toi sur les briques des mots que tu entendras. Alors que tu es maintenant en transe, laissons un instant le temps à l'hypnose, à ton esprit inconscient de créer le décor dans lequel tu vas pouvoir évoluer, de préparer ton âme à ce qu'elle va recevoir. Et laisse-moi te conter le début de l'histoire pour que ton récit puisse continuer sans interruption le courant des mots. Nils Holgersson est un garçon de ferme suédois. Paresseux, moqueur et cruel envers les animaux, il préfère dormir et jouer des tours plutôt que d'aider ses parents aux travaux agricoles. Un dimanche, alors que ses parents sont partis à l'église, il capture un lutin, un tomte, qui s'était introduit dans la maison. Le petit être, pour se venger de son insolence,
le transforme en un minuscule garçon, pas plus haut qu'un pouce. Aussitôt, Niels découvre un monde métamorphosé. Les objets sont gigantesques. Les animaux qu'il tourmentait lui parlent et le méprisent. Quand il tente de libérer un jar que ses parents veulent vendre, l'oiseau s'envole avec lui sur le dos, entraînant Niels dans le ciel, au milieu d'un vol d'oies sauvages dirigé par la meneuse Akka de Kebnekaise. Ainsi commence un grand voyage à travers la Suède, où il devra apprendre la bonté, le courage et le respect du vivant. Ainsi commence le chapitre 2, ainsi commence cette aventure intérieure pour toi, pleine de contemplation et de tranquillité. Les mots, ceux de l'autrice, que je vais te présenter vont créer autour de toi ce monde, et tu vas pouvoir prendre la place de Niels et voyager et prendre de la hauteur face à ta vie, gagner en calme et bientôt dormir si tu le souhaites. Chapitre 2, Akka de Kebnekaise. Le soir. Le grangeur domestique se sentait très fier de pouvoir suivre les oies sauvages dans les airs, de pouvoir aller et venir en leur compagnie au-dessus de la Scanie et de pouvoir se moquer des oies domestiques. Mais l'intensité de son bonheur ne l'empêcha pas de ressentir la fatigue à mesure que l'après-midi avançait. Il avait beau essayer de respirer plus profondément, de battre plus rapidement des ailes, les autres restaient quand même plusieurs longueurs d'oies devant lui. À l'écoute de ces premiers mots, laisse ton esprit inconscient te faire imaginer que tu es Niels. Un petit garçon ou une petite fille pas plus grand qu'un pouce, qui se tient à cheval sur un jar domestique, qui essaye de suivre tant bien que mal un envol d'oies sauvages. Laisse les images, les sons, les sensations se préciser, les émotions aussi, la folle ivresse de voler, la fierté et ce sentiment du merveilleux qui te fait dans un premier temps reconnaître la magie de ton expérience. Je ne sais pas si ce sont les images, les sons, les sensations qui se préciseront en premier en toi. Peut-être entendras-tu d'abord le bruit du vent, le bruit des battements d'ailes, le bruit de ta respiration au loin alors qu'elle se ralentit et que tu entres de plus en plus en transe. Mais peut-être ressentiras-tu d'abord, le contact du vent rapide contre ton visage. Peut-être pourras-tu même ressentir cette sensation d'être emporté dans les airs, d'échapper à la gravité. Ou bien ce seront déjà ces premières sensations. Oh, la jolie expression à vol d'oiseau. Pour une fois, tu parcours le monde à vol d'oiseau et tu peux regarder vers le bas l'immensité belle de la terre, l'immensité sauvage de la Suède, et ainsi respirer davantage, respirer plus que l'air lui-même, respirer la liberté et entrer toujours plus en transe. Lorsque celles qui volaient en dernier remarquèrent que le jar n'arrivait pas à suivre, elles appelèrent l'oie qui volait à la pointe du V de leur bande et qui guidait leur vol. « Akka de Kebnekaise !»« Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda alors l'oie de tête. « Le blanc prend du retard. Le blanc prend du retard. Dites-lui que c'est plus facile de voler vite que lentement, » cria l'oie de tête sans ralentir l'allure. Le jar essaya bien de suivre le conseil d'accélérer, mais l'effort le fatigua à un tel point qu'il tomba jusque vers les boules des saules élaguées qui bordaient les champs et les prés. « Akka, Akka, Akka de Kebnekaise !» crièrent alors les oies de queue voyant les difficultés du jar. « Oh, que me voulez-vous encore ?» demanda l'oie de tête apparemment irritée. Le blanc tombe vers le sol, le blanc tombe vers le sol. »« Dites-lui qu'il est plus facile de voler haut que bas !» cria l'oie de tête sans ralentir le moins du monde, mais lancé comme auparavant. Le jar essaya de suivre ce nouveau conseil, mais quand il voulut s'élever, il fut si essoufflé qu'il sentit sa poitrine se rompre.
Aka, Aka !» crièrent celles qui volaient en queue. « Mais vous ne pouvez pas me laisser voler tranquillement !» s'exclama l'oie de tête, terriblement agacée. « Le blanc va s'écraser par terre, le blanc va s'écraser par terre !»« Dites-lui que celui qui n'a pas la force de nous suivre n'a qu'à rentrer chez lui !» cria l'oie de tête sans aucune intention de modifier son allure. « Nous y voilà, c'est donc ça, pensa le jar, comprenant tout à coup que les oies sauvages n'avaient jamais eu l'intention de l'emmener avec elles jusqu'en Laponie. Elle ne l'avait incité à abandonner la ferme que pour s'amuser. Et il était furieux de sentir ses forces l'abandonner en ce moment où il aurait tant voulu montrer à ces vagabondes qu'une oie domestique était aussi capable de quelque chose. Et le plus vexant, c'était d'être tombé sur Aka de Kebnekaise, car, tout jar de ferme fut-il, il avait entendu parler de cet oie chef de bande nommé Aka et âgé de plus de 100 ans. Sa renommée était si grande que les meilleures oies sauvages se joignaient à elle. Mais personne ne nourrissait autant de mépris pour les oies domestiques qu'Aka et sa bande, et il aurait voulu leur montrer qu'il les valait. Il volait lentement, à la traîne, en se demandant s'il allait faire demi-tour ou continuer quand le gamin qu'il portait sur son dos dit soudain « Mon cher Martin Jar, dis-toi bien qu'il sera impossible pour toi, qui n'as jamais volé auparavant, de suivre les oies sauvages jusqu'en Laponie. Ne devrais-tu pas faire demi-tour avant d'être épuisé ?» Mais si le jar détestait quelqu'un à la ferme, c'était bien le gamin. Et dès qu'il comprit que ce morveux l'estimait incapable d'entreprendre le voyage, sa décision fut prise. Il tiendrait le coup. « Dis encore un mot là-dessus et je te précipite dans la première marnière que nous survolerons, » dit-il, tandis que la rage lui redonnait de telle force qu'il se mit à voler presque aussi bien que les autres. Il n'aurait certainement pas continué longtemps ainsi, mais il n'eut pas à le faire car le soleil descendait rapidement et, dès qu'il se coucha, les oies piquèrent droit vers le sol. Et avant même d'avoir eu le temps de comprendre, le garçon et le jar se trouvèrent sur la rive du lac de Vomba. « Nous allons sans doute passer la nuit ici, » pensa le gamin en sautant à bas du dos du jar. Il se trouvait sur une étroite bande de sable, et devant lui s'étendait un assez grand lac, plutôt inquiétant puisque recouvert d'une croûte de glace noircie, inégale et pleine de fissures et de trous, comme c'est souvent le cas pour la glace au printemps. Mais celle-ci ne durerait certainement pas longtemps. Elle ne collait déjà plus au rivage et en était séparée par une ceinture d'eau noire et lisse, mais elle répandait encore sur le paysage le froid et la tristesse de l'hiver. L'autre côté du lac semblait occupé par des terres dégagées et claires, mais les oies avaient choisi d'atterrir dans une vaste plantation de pins, et cette forêt de résineux semblait avoir la faculté de retenir l'hiver. Partout ailleurs, le sol était nu, mais sous les branches basses, la neige subsistait. Une neige qui avait fondu, puis regelé, fondu et encore regelé, si bien qu'elle était dure comme de la glace. Le garçon se sentait plongé dans un pays sauvage et hivernal, et il aurait presque crié d'inquiétude. Il avait faim. De toute la journée, il n'avait rien mangé. Mais où trouver de la nourriture? Rien de mangeable ne pousse par terre ou dans les arbres au mois de mars. Oui. Où trouverait-il à manger et chez qui logerait-il? Qui ferait son lit? Qui l'inviterait près de son feu et qui le protégerait des animaux sauvages? Car le soleil avait disparu maintenant, et le froid montait du lac, et l'obscurité descendait du ciel, et la terreur avançait sur les traces du crépuscule, et dans la forêt on commençait à entendre toutes sortes de bruissements et de craquements. Comme il est doux d'être bien au chaud, dans son lit ou bien installé sur un fauteuil, un canapé. Alors que, dans le livre, Niels affronte ses peurs, affronte la dureté du froid, n'arrive pas à voir la beauté de ce lieu, n'arrive pas encore à ressentir le printemps qui bientôt fera dégeler le lac et même les pins et donnera à toute la terre de Suède, à la Scanie, un air de beauté, de jeunesse retrouvée, un air d'espoir et de liberté. Alors, profite de ce confort qui s'installe toujours plus profondément en toi. C'est celui de l'hypnose et l'imagination est si belle et puissante qu'elle peut tout changer jusqu'à la perception de la vie, de ce que l'on entend et tu peux apporter
à ce triste lac, à ces pins encore en proie à l'hiver, plus de joie ou plus de beauté, et en réjouir ton cœur et le réchauffer ainsi par la simple contemplation de la beauté de la nature, par la sensation de connexion avec elle, parce que l'hypnose t'y invite, parce que c'est ton envie, être bien, parce que tu en es capable, parce que toutes les limites que tu te donnes habituellement, comme celles que croyait avoir le jar, tu peux finalement apprendre à les dépasser, pas après pas, hypnose après hypnose. Et là, déjà, ce qui se craquelle, c'est la certitude de l'inquiétude, des pensées, des insomnies. Déjà en toi, elle est remplacée par un calme plus profond, une respiration plus lente, une douceur de l'être. Elle était loin l'humeur bravache qu'il avait ressentie en l'air. L'angoisse maintenant le faisait chercher des yeux ses compagnons de voyage. Personne d'autre ne pouvait l'aider. Alors, il s'aperçut que le jar était encore plus mal en point que lui. Il gisait à l'endroit même où il avait atterri et semblait tout près de mourir. Son cou était mollement étendu par terre, ses yeux restaient clos et sa respiration n'était plus qu'un souffle. « Mon cher Martin Jar, dit le garçon, essaie de boire une gorgée d'eau. Le lac est à moins de 2 pas. » Mais le jar ne fit pas un mouvement. Le garçon, autrefois, avait sans conteste fait preuve de méchanceté envers tous les animaux, le jar compris. Mais maintenant, il se disait que le jar était son seul soutien, et il avait terriblement peur de le perdre. Sans tarder, il se mit à le pousser et à le bousculer pour l'approcher de l'eau. Le jar était gros et lourd, et le garçon dut peiner tant et plus, mais il finit par y arriver. Le jar arriva dans le lac la tête la première. Un instant, il resta allongé, immobile dans la boue, mais bientôt il sortit le bec, secoua l'eau de ses yeux, et s'ébroua. Puis il s'avança dans l'eau et s'éloigna en glissant fièrement entre les roseaux et les massettes. Les oies sauvages l'y avaient précédé, sans se soucier ni de lui ni de son cavalier. Elles avaient eu le temps de se baigner et de faire leur toilette, et maintenant elles mâchonnaient du potamo à demi pourri et du trèfle d'eau. Le jar blanc eut la chance d'apercevoir une petite perche. Il l'attrapa vivement, nagea jusqu'à la rive et la déposa devant le garçon. « C'est pour toi, pour te remercier de m'avoir aidé à atteindre l'eau, » dit-il. Pour la première fois depuis le début de la journée, le garçon entendait un mot gentil. Et sa joie fut telle qu'il aurait sauté au cou du jar s'il avait osé. Et le cadeau lui plaisait aussi, car même si sa première réaction avait été de penser qu'il était impossible de manger du poisson cru, il avait maintenant envie d'essayer. Il tâta pour voir s'il avait encore son couteau et heureusement sentit la gaine encore suspendue au bout de sa culotte. Même si le couteau rétréci n'était guère plus long qu'une allumette, il suffisait d'écailler et nettoyer le poisson dont la chair ne tarderait pas à disparaître dans l'estomac du garçon. Une fois rassasié, il se sentit honteux d'avoir ainsi mangé de la chair crue. « On voit bien que je ne suis plus un être humain, mais un vrai tomteus, se dit-il. » Tant que le garçon mangeait, le jar était resté à côté de lui sans rien dire. Mais le dernier morceau avalé, il dit à voix basse. « J'ai l'impression que nous sommes tombés sur une bande d'oies arrogantes qui méprise tout oiseau domestique. »« Oui, je m'en suis rendu compte, » dit le garçon. « Quel honneur ce serait pour moi si je pouvais les suivre jusqu'en Laponie et leur montrer qu'une oie domestique ne manque pas de courage. »« Oui, » dit le garçon hésitant, car il ne voyait pas le jar capable de mener à bien l'entreprise, mais il ne désirait pas non plus le contredire. « Je crois que je ne serais pas capable de me débrouiller seul tout au long d'une telle équipée, » dit le jar, « et je voudrais te demander de venir avec moi. Tu m'aiderais, tu sais. » Le garçon n'avait bien sûr pas envisagé autre chose que de retourner chez lui au plus vite, et il fut si étonné qu'il ne sut que répondre. « Je croyais que nous étions fâchés, toi et moi, » dit-il. Mais le jar semblait avoir tout oublié. Il se souvenait seulement que le garçon venait de lui sauver la vie. « Je devrais retourner chez papa et maman, » dit le garçon. « Oui, je te ramènerai chez eux quand viendra l'automne, » dit le jar. « Je ne te quitterai pas avant de t'avoir déposé sur le seuil de ta maison. » Le garçon se disait
que ce pourrait être un avantage de ne pas se montrer à ses parents avant quelque temps. La proposition lui paraissait opportune, et il allait dire qu'il était d'accord lorsqu'ils entendirent un brouhaha derrière eux. C'étaient les oies sauvages, toutes sorties de l'eau en même temps et qui se secouaient. Puis elles se mirent en ligne, l'oie meneuse en tête, et s'avancèrent vers eux. Quel beau spectacle cela doit être, que de voir toutes ces oies se diriger vers soi, des oies sauvages, aux belles couleurs brunes et beiges, à la grande élégance. Que cela doit être beau d'observer un lac, que cela doit être incroyable de ressentir ainsi la présence de la magie de cet enfant devenu un lutin, la magie de ces oies pouvant parler, et la magie plus subtile de la nature si belle et pure autour, la magie d'un pays, la magie d'une histoire, la magie d'un conte qui s'installe en toi et te fait avancer encore plus avant dans cette étonnante relaxation qu'est l'hypnose. Maintenant que le jar observait les oies sauvages, il se sentait mal à l'aise. Il les avait imaginées très semblables aux oies domestiques, avec beaucoup d'affinité entre lui et elles. Mais elles étaient beaucoup plus petites que lui, et aucune n'était blanche. Toutes étaient grises avec des moirures brunes, et il eut presque peur de leur regard. Leurs yeux étaient jaunes et brillaient comme si un feu avait brûlé à l'intérieur. Le jar avait toujours appris qu'il était plus convenable de marcher lentement en dodelinant. Mais celle-ci ne marchait pas, elle courait presque. Mais ce qui l'inquiéta le plus, ce fut leurs pieds. Ils étaient larges, avec des sols usés et déchirés. On voyait que les oies sauvages ne se souciaient pas de l'endroit où elles posaient leurs pieds. Elles ne contournaient pas les obstacles. À part cela, elles étaient très soignées et très propres, mais leurs pieds révélaient des pauvres venus des contrées sauvages. À peine le jar eut-il le temps de chuchoter au garçon. « Réponds sans crainte, et ne dis pas qui tu es », qu'elles étaient déjà devant eux. Dès que les oies se furent arrêtées devant eux, elles inclinèrent le cou plusieurs fois, et le jar fit de même, plus de fois encore. Puis, lorsque les salutations furent terminées, l'oie meneuse dit « Maintenant, nous aimerions savoir qui vous êtes. »« Oh, il n'y a pas grand-chose à dire en ce qui me concerne, » dit le jar. Je suis né à Scanner au printemps dernier. À l'automne, j'ai été vendu à Ulgernissen de Vastra Vemenhög, et je n'ai pas bougé de là depuis. Tu sembles bien incapable de te réclamer de quelques ancêtres, dit l'oie meneuse. D'où te vient donc cette prétention de te joindre aux oies sauvages? Peut-être parce que j'aimerais vous montrer, à vous les oies sauvages, que nous autres oies domestiques sommes aussi bonnes à quelque chose, dit le jar. Effectivement, il serait intéressant que tu nous le montres, dit l'oie meneuse. Nous avons déjà vu tes aptitudes au vol, mais peut-être es-tu plus doué pour un autre sport. Serais-tu un excellent nageur? Non, je ne revendiquerai pas cela, dit le jar qui croyait sentir l'oie meneuse décidée à le renvoyer, et par conséquent ne se souciait pas des réponses à lui donner. Je n'ai jamais nagé plus que d'un bord à l'autre d'une mare, ajouta-t-il. En ce cas, permets-moi de supposer que tu es un grand champion à la course, dit l'oie. Jamais je n'ai vu courir une oie domestique, et jamais non plus je ne l'ai fait, répondit le jar en exagérant. Le grand blanc était maintenant certain que l'oie meneuse allait lui annoncer qu'il n'était pas question de l'emmener. Aussi fut-il très étonné lorsqu'elle dit « Tu réponds avec courage aux questions, et qui est courageux peut devenir un excellent compagnon de voyage, aussi ignorant soit-il au début. Que dirais-tu de rester quelques jours en notre compagnie pour que nous puissions juger ta valeur ?»« Ce serait mon plus grand plaisir, » dit le jar ravi. Là-dessus, l'oie meneuse tendit son bec et demanda « Mais qui est celui-là qui t'accompagne? Jamais encore je n'ai rien vu de semblable. »« C'est mon ami, » dit le jar. « Toute sa vie, il a été gardeur d'oies. Il pourra certainement se rendre utile au cours du voyage. »« Oui, il pourrait effectivement servir à une oie domestique, » répondit la sauvage. « Comment l'appelles-tu? »« Il possède plusieurs noms, » répondit le jar en hésitant et ne sachant pas qu'inventer en vitesse, car il ne voulait pas révéler que le garçon avait un nom humain. « Oui, il s'appelle Pousset, »
finit-il par dire. « Est-il de la famille des Tomteux » demanda l'oie meneuse. « Vers quelle heure vous couchez-vous d'habitude, vous les oies sauvages » demanda prestement le jar pour essayer d'éviter de répondre à la dernière question. « À cette heure-ci, mes yeux se ferment tout seuls. » On voyait sans peine que l'oie qui parlait avec le jar était très âgé. Tout son plumage était d'un gris de glace sans la moindre strie foncée. Sa tête était plus imposante, ses pattes plus robustes et ses pieds plus usés que ceux de n'importe quel autre. L'âge avait largement fait son œuvre. Le temps, néanmoins, n'avait su dompter ses yeux. Ils étaient plus brillants comme plus jeunes que les yeux de n'importe quelle oie. La sens-tu, cette douceur qui s'installe toujours plus avant en toi, qui te guide toujours davantage vers la transe? Cet état intérieur que l'on pourrait comparer à l'ataraxie, ce que les philosophes grecs utilisaient comme mot pour parler de l'absence de trouble, la quiétude, la paix intérieure qui toujours plus avant s'installe en toi et te permet de vivre et de percevoir et de ressentir et de te laisser porter et changer par tout ce que tu entends et ce que ton esprit inconscient crée en toi. Elle vient de là, cette paix intérieure. Ils viendront de là, ces changements qui s'installeront dans ta vie, qui t'autoriseront peut-être à avoir plus d'audace, à tenter de nouvelles choses, à être davantage toi-même, à ne pas avoir peur des défis, à sentir qu'il n'est de limite souvent que celle que l'on se donne. Alors de cette nouvelle liberté, un calme, une confiance, une force en un mot, se créera, toujours plus affûtée, toujours plus mouvante. Elle sera le mouvement dans le mouvement. Elle regardait maintenant le jar d'un air hautain. « Jar, sache que je suis Aka de Knebekneise et que l'oie qui vole à ma droite est Ixi de Vassigor et celle à ma gauche Kaxi de Nuola. Sache aussi que la deuxième oie à droite est Kolme de Sarjekchachko et la deuxième oie à ma gauche Nelje de Svapavara et que derrière elle volent Vissi des monts Dovik et Koussi de Sanjeli. Et sache que celles-ci, tout comme les 6 oisons qui volent en queue, 3 à droite et 3 à gauche, sont toutes des oies des montagnes, descendantes des meilleures lignées. Ne nous prends pas pour des vagabondes qui frayeraient avec n'importe qui, et ne t'imagine pas que nous partagerons notre gîte avec quelqu'un qui refuse de dire ses origines. » Lorsque le garçon entendit Aka, l'oie meneuse, parler ainsi, il fit rapidement un pas en avant. D'entendre le jar parler si franchement de lui-même, mais donner une réponse évasive à son sujet l'avait désolé. « Je ne dirai pas qui je suis, dit-il. Je m'appelle Nils Holgersson. Je suis le fils d'un petit tenancier et jusqu'à aujourd'hui, j'ai été humain, mais ce matin... » Il n'arriva pas plus loin. Dès qu'il dit qu'il était un être humain, l'oie meneuse recula de 3 pas et les autres de plus encore, et tout tendirent le cou et sifflèrent méchamment dans sa direction. « Je l'ai soupçonné de le moment où je t'ai vu sur la plage, dit Aka. Et maintenant tu dois t'en aller immédiatement, nous ne supporterons pas d'humains parmi nous. »« On imagine mal, dit le jar conciliant, que vous autres oies sauvages ayez peur d'un être si petit. Et il rentrera chez lui demain, mais vous devez le laisser passer la nuit ici avec vous. Comment pourrions-nous abandonner seul un pauvret comme lui quand la nuit la belette et le renard rôdent ?» L'oie sauvage se rapprocha, mais on voyait qu'elle avait du mal à maîtriser sa peur. « On m'a enseigné à craindre tout ce qui est homme, grand ou petit, dit-elle. Mais si toi, le jar, tu veux te porter garant de celui-ci, et si tu promets qu'il ne nous fera aucun mal, j'accepte de le laisser parmi nous cette nuit. Mais je pense que notre gîte ne nous conviendra ni à toi, ni à lui, puisque nous avons l'intention d'aller dormir sur la glace au milieu du lac. » Elle s'imaginait probablement que le jar hésiterait en l'entendant, mais il ne se laissa pas décontenancer. « Vous êtes sage de savoir choisir pour la nuit un endroit aussi sûr, dit-il. « Mais tu me jures que demain il rentrera chez lui. »« Dans ce cas, je serai obligé de vous quitter aussi, dit le jar. J'ai promis de ne pas l'abandonner. »« Tu es libre de voler où bon te semble, dit l'oie meneuse. » Sur ce, elle déploya ses ailes et vola jusque sur la glace où, l'une après l'autre,
Les oies sauvages la suivirent. Le garçon était triste de voir ainsi s'évanouir son rêve de voyage en Laponie, sans compter qu'il appréhendait la froideur du logis. « Ça devient de pire en pire, Martin Jard, dit-il. Nous allons commencer par mourir de froid sur la glace. » Mais le Jard était confiant. « Ne crains rien, dit-il. Je te demanderai simplement de te ramasser le plus vite possible autant de paille et d'herbe que tu pourras emporter. » Lorsque le garçon eut les bras chargés d'herbes sèches, le Jard le saisit par le col de la chemise, le souleva et rejoignit sur la glace les oies sauvages qui s'endormaient déjà, le bec sous l'aile. « Maintenant, étale cette herbe pour que j'aie quelque chose sous les pieds et que je ne reste pas collé sur la glace. Aide-moi et je t'aiderai, dit le Jard. Le garçon s'exécuta et lorsque ce fut fini, le Jard le pinça une nouvelle fois par le col de la chemise et le fourra sous son aile. « Je crois qu'ici tu seras au chaud, dit-il en resserrant son aile. Le garçon était tellement plongé dans le duvet qu'il ne put répondre, mais il était couché et au chaud, et en un instant il s'endormit. La nuit. Laisse, en cet instant de pause, la nuit tombait sur ce spectacle merveilleux, celui de la nature, celui de ces oies endormies sur la glace, protégées ainsi des bêtes sauvages. Laisse ton imagination ressentir ce que cela fait que d'être ainsi, plongé dans le duvet du noir, bien au chaud, comme tu l'es certainement là maintenant. Sois confortable, sois au chaud dans ton lit. Laisse ainsi l'hypnose se développer et ton imagination continuer le rêve sur lequel se déploieront les changements intérieurs que l'hypnose, autre nom donné à l'action de ton inconscient sur ton inconscient, que l'hypnose donc t'apportera au fur et à mesure. La nuit. On a raison de dire que la glace est toujours perfide et traîtresse. Au milieu de la nuit, la croûte de glace flottante se déplaça sur le lac de Vombes et vint toucher la rive. Or il advint que Smyr le renard, qui à cette époque demeurait à l'est du lac dans le parc du cloître d'Ovède, s'en rendit compte au cours de sa chasse nocturne. Le soir déjà, Smyr avait aperçu les oies sauvages, mais il n'avait pas espéré pouvoir en attraper une. Il s'avança donc sans tarder sur la glace. Lorsque Smyr fut tout près des oies sauvages, il glissa et ses griffes raclèrent la glace. Le bruit réveilla les oies qui battirent des ailes pour s'envoler, mais Smyr était trop rapide pour elle. Il bondit en avant, comme propulsé par une catapulte, saisit une oie par l'os de l'aile et rejoignit la terre ferme. Cette nuit-là, pourtant, les oies sauvages n'étaient pas seules sur la glace. Un homme était parmi elles, si petit fût-il. Le garçon s'était réveillé en entendant le Jard battre des ailes. Il était tombé sur la glace, tout ébahi, et il n'avait rien compris à cette agitation avant d'apercevoir un chien bas sur pattes qui courait sur la glace, une oie dans la gueule. Sans perdre un instant, le garçon se lança à la poursuite de ce chien voleur d'oies. Il entendit certes le Jard lui crier « Prends garde à toi, Pousset, prends garde à toi !» Mais le garçon estimait qu'il n'avait rien à craindre d'un si petit chien, et il se précipita de plus belle. L'oie sauvage que Smyr le renard traînait après lui entendit le claquement sur la glace des sabots du gamin, et elle n'en crut pas ses oreilles. « Ce marmot aurait-il l'intention de me sauver du renard ?» se demanda-t-elle. Et malgré sa profonde détresse, elle émit un drôle de caquettement au fond de sa gorge, presque comme si elle avait ri. « Tout ce qu'il attend, c'est qu'il va tomber dans une crevasse de la glace, pensa-t-elle. Mais malgré l'obscurité de la nuit, le garçon distinguait nettement toutes les fissures et tous les trous de la glace, et il les enjambait par de longs sauts intrépides, car il disposait maintenant de la bonne vue des tometeux qui voient dans le noir. Il voyait le lac et la rive aussi nettement qu'en plein jour. Smyr le renard quitta la plaque de glace là où elle touchait la terre, et tandis qu'il grimpait péniblement le talus de la berge, le garçon lui cria « Lâche c'est toi, canaille !» Smyr se demanda qui pouvait crier ainsi, mais il ne perdit pas de temps à regarder derrière lui et il détala encore plus vite. Le renard pénétra alors dans une forêt de hêtres immense et magnifique, et le garçon l'y suivit sans s'attarder à la pensée du danger qu'il courait. Il pensait sans cesse par contre au dédain dont les oies sauvages avaient fait preuve à son égard la veille au soir, et il brûlait d'envie de leur montrer qu'un homme est quand même légèrement supérieur au reste de la création. Il n'arrêtait pas de crier au chien de lâcher sa proie,
Mais quelle sorte de chien es-tu donc pour oser voler une noix » cria-t-il. « Relâche-la immédiatement, sinon tu vas voir la raclée que tu vas prendre. Pose-la, sinon je dirai à ton maître ce que tu fais. » Quand Smir le renard comprit qu'on le prenait pour un chien qui craint la trique, il trouva cela si ridicule qu'il faillit en perdre l'oie. Car Smir était un fieffé brigand qui ne se contentait pas de chasser les rats et les musaraignes dans les champs. Il était aussi suffisamment audacieux pour s'approcher des fermes et y voler poules et oies. Il se savait redouté dans toute la région. Jamais il n'avait entendu aussi ridicule depuis qu'il était petit renardeau. Le garçon courait si vite qu'il avait l'impression de voir les gros êtres glisser sur ses côtés. Et il gagnait du terrain sur Smir. Enfin, il arriva si près de lui qu'il put saisir la queue. « Maintenant, tu vas me donner cette oie !» cria-t-il en tirant de toutes ses forces. Mais il n'était pas de taille à arrêter Smir. Et le renard l'entraîna, faisant virevolter les feuilles de hêtre sèches autour de lui. Smir, entre-temps, semblait avoir compris à quel point son poursuivant était inoffensif. Il s'arrêta, déposa l'oie par terre et appuya sur elle ses pattes de devant pour l'empêcher de s'envoler. Il s'apprêtait à lui trancher la gorge, mais auparavant il ne put s'empêcher de taquiner le gamin. « Cours appeler mon maître, parce que je vais la croquer, son oie, dit-il. » On imagine la surprise du garçon lorsqu'il vit le museau pointu de ce chien qu'il avait poursuivi et entendit sa voix rauque et furieuse. Mais en même temps, il fut si outré d'entendre le renard se moquer de lui qu'il ne lui vint pas à l'idée d'avoir peur. Il agrippa plus fermement la queue, prit appui sur une racine de hêtre, et au moment où le renard ouvrait la gueule au-dessus de la gorge de l'oie, il tira brusquement de toutes ses forces. Smir, totalement pris au dépourvu, se sentit reculer de plusieurs pas, ce qui permit à l'oie sauvage de se dégager et de s'envoler lourdement. Une de ses ailes était blessée, par conséquent presque inutilisable, et à cela s'ajoutait le fait qu'elle ne voyait rien dans l'obscurité de la nuit dans la forêt, et s'y retrouvait aussi désemparée qu'une aveugle. Elle fut donc incapable d'aider le garçon, mais réussit à trouver un passage à travers la voûte des branches et à retourner vers le lac. Smir, quant à lui, se jeta sur le garçon. « La première m'a échappé, mais j'aurai l'autre » cria-t-il d'une voix exprimant toute sa fureur. « Ne va pas t'imaginer ça » rétorqua le garçon, ravi d'avoir sauvé l'oie. Toujours agrippé à la queue du renard, il fila de l'autre côté quand celui-ci essaya de l'attraper, et commença alors une sarabande dans la forêt au milieu d'un tourbillon de feuilles de hêtre. Smir se tordait, mais la queue suivait, et le garçon s'y agrippait si bien que le renard était incapable de l'attraper. Au début, le garçon était encore si heureux de son succès qu'il ne faisait que rire et se moquer du renard, mais Smir avait la ténacité des vieux chasseurs, et le garçon finit par craindre de se faire attraper. C'est alors qu'il aperçut un jeune hêtre qui avait poussé droit comme un mince échalas pour essayer d'atteindre l'air libre au-dessus du toit des branches qui formaient au-dessus de lui les vieux hêtres. Il lâcha soudain la queue du renard et grimpa dans le hêtre, tandis que Smir, le renard, emporté par sa fureur, continuait de courir après sa queue. « Tu peux t'arrêter de danser maintenant » cria le garçon. Mais Smir, incapable de supporter l'affront de n'avoir su vaincre le gamin comme ça, se coucha au pied de l'arbre, bien décidé à attendre. Là-haut, à califourchon, sur une branche frêle, la position du garçon était incommode. Le jeune hêtre n'atteignait pas encore la voûte de la forêt. Il lui était impossible de passer sur un arbre voisin, et il n'osait pas redescendre. Il avait si froid qu'il faillit être paralysé et lâcher la branche, et il avait terriblement sommeil, mais il n'osait pas s'endormir de peur de tomber. La forêt, plongée dans la nuit, était horriblement lugubre. Jamais auparavant il n'avait su ce que voulait dire la nuit. C'était comme si le monde entier avait été figé pour ne plus jamais se réveiller. Puis l'aurore vint, et le garçon fut heureux de voir les choses reprendre leur aspect habituel, même si le froid semblait encore plus vif que plus tôt dans la nuit. Lorsqu'enfin le soleil parut, et je t'invite encore maintenant à en percevoir la douceur d'abord, l'image de la douceur, puis bientôt la chaleur rassurante aussi du sommeil et de la relaxation qui se répandent de plus en plus en toi, t'amenant de plus en plus en transe, dans un rêve de plus en plus inconscient et doux. Lorsqu'enfin le soleil parut, il n'était pas jaune mais rouge. Le garçon lui trouva un air de colère et se demanda ce qui pouvait le fâcher ainsi. Peut-être était-ce parce que la nuit avait amené tant de froidure et de tristesse sur la terre pendant son absence. L'une après l'autre, des gerbes de rayons de soleil découvraient les ravages de la nuit, et les choses rougissaient comme si elles avaient eu mauvaise conscience. Les nuages dans le ciel
Les troncs des hêtres lisses comme de la soie, les branchettes entrecroisées de la voûte des arbres, la gelée blanche qui recouvrait le tapis de feuilles des hêtres, tout s'enflammait et devenait rouge. Mais de plus en plus de gerbes de rayons remplissaient l'espace, et bientôt toute l'horreur de la nuit fut chassée. La paralysie disparut, plus de choses vivantes qu'on aurait pensé s'animaient. Le grand pic noir à capuchon rouge se mit à marteler du bec un tronc d'arbre. L'écureuil sortit de son nid chargé d'une noisette et s'installa sur une branche pour commencer à la ronger. L'étourneau vola, une racine dans son bec, et le pinson chantait au sommet de l'arbre. Alors le garçon comprit que le soleil avait annoncé à tous ces petits animaux « Réveillez-vous maintenant, et quittez vos nids, je suis là maintenant, vous n'avez plus rien à craindre. » Là-bas, sur le lac, on entendait les cris des oies sauvages se préparant à l'envol, et un moment plus tard, les 14 oies survolèrent la forêt. Le garçon essaya de les appeler, mais elles volaient trop haut pour entendre sa voix. Elle s'imaginait probablement que le renard l'avait dévoré depuis longtemps. Elle n'estimait même pas nécessaire de le rechercher. Le garçon était sur le point de pleurer d'angoisse, mais le soleil était maintenant dans le ciel, jaune d'or et souriant, emplissant de courage le monde entier. « Non, disait le soleil, non, Niels Holgersson, ne sois ni anxieux ni inquiet tant que j'existe. » Le jeu des oies, lundi 21 mars. Tout demeura inchangé dans la forêt, à peu près le temps qu'il faut à une bande d'oies pour prendre son petit déjeuner. Mais au moment où l'on passait du lever du soleil à la matinée, on vit sous l'épaisse voûte de branches arriver une oie sauvage, solitaire. Peu sûre d'elle, volant très lentement, elle cherchait son chemin entre les joncs. Dès que Smir le renard l'aperçut, il quitta son poste sous le jeune hêtre et se glissa vers elle. L'oie sauvage n'évita pas le renard, mais continua de voler pratiquement à sa portée. Smir fit un grand bond vers elle, mais il la rata, et l'oie continua son vol vers le lac. Il n'attendit pas longtemps avant de voir arriver une autre oie sauvage. Elle suivait le même chemin que la première et volait encore plus bas et plus lentement. Elle aussi passa tout près de Smir le renard, et il bondit si haut derrière elle que ses oreilles frôlèrent les pattes de l'oie. Mais celle-ci lui échappa saine et sauve et continua, aussi silencieuse qu'une ombre, son chemin en direction du lac. Un petit moment passa, et de nouveau apparut une oie sauvage. Elle volait encore plus bas et plus lentement, semblait progresser encore plus difficilement entre les troncs des hêtres. Smir fit un bond fantastique, et il s'en fallut d'un cheveu qu'il l'attrapa, et cette troisième oie, elle aussi se sauva. Peu après sa disparition, une quatrième oie sauvage se présenta. Celle-ci volait si mal et si lentement que Smir était persuadé de pouvoir l'attraper. Mais craignant un nouvel échec, il décida de ne pas l'attaquer. Elle suivait le même chemin que les autres, mais arrivée au-dessus de Smir, elle descendit si bas qu'il ne put s'empêcher de sauter pour l'attraper. Il sauta si haut qu'il la toucha de sa patte, mais elle fit un brusque écart de côté et sauva sa vie. Avant que Smir ait fini de souffler, survinrent 3 oies à la file. Elles volaient de la même manière que les autres, et Smir entreprit de grands bonds derrière elles, mais en vain à chaque fois. Là-dessus arrivèrent 5 oies qui volaient mieux que les précédentes. Elles aussi, pourtant, semblaient vouloir inciter Smir à sauter, mais il résista à la tentation. Un bon moment plus tard arriva une oie seule, la 13e. Celle-ci était si vieille qu'elle était toute grise et ne portait aucune strie brune sur les plumes. Elle paraissait incapable d'utiliser correctement une de ses ailes et voltait si piteusement et de travers qu'elle frôlait le sol. Smir ne fit pas qu'un grand bond derrière elle. Celle-ci, il la poursuivit en courant et en sautant jusqu'au lac, mais cette fois encore plus, ses efforts furent sans résultat. Quand la 14e arriva, ce fut superbe, car elle était blanche, et quand elle battait des ailes, elle scintillait comme une éclaircie au milieu d'une sombre forêt. Lorsque Smir la vit, il rassembla toutes ses forces et sauta jusqu'à hauteur des premières branches, mais l'oie blanche continua son vol, indemne comme toutes les autres. Alors tout redevint tranquille sous les hêtres. Apparemment, la bande d'oies sauvages était passée. Tout à coup, Smir se souvint de son prisonnier, et il leva les yeux vers le jeune hêtre. Comme on s'en doute, le gamin avait disparu. Mais Smir ne put penser à lui bien longtemps, car maintenant, la première oie revenait du lac, volant aussi lentement qu'avant sous les branches. Oubliant sa déconfiture, Smir fut content de la voir et il bondit derrière elle. Mais dans sa hâte, il avait mal calculé ses bonds et il passa à côté d'elle. Puis arriva une nouvelle oie, et une 3e, une 4e, une 5e, la même succession d'oies jusqu'à la vieille grise comme la glace et la grosse blanche.
Toutes volaient bas et lentement, et quand elles arrivaient au-dessus de Smir le renard, elles descendaient encore comme pour l'inviter à les attraper. Et Smir les poursuivit, fit des bonds de plusieurs toises, mais ne réussit pas à en attraper une seule. Jamais Smir le renard n'avait vécu aussi abominable journée. Sans arrêt, les oies sauvages frôlaient sa tête, venaient, s'en allaient, revenaient, repartaient. De grandes oies magnifiques qui s'étaient engraissées sur les landes et les champs d'Allemagne voltèrent ainsi toute la journée dans la forêt et si près de lui que plusieurs fois il les toucha, mais jamais ne put assouvir sa faim avec l'une d'entre elles. L'hiver était encore à peine terminé et Smir se souvenait des jours et des nuits où il avait été obligé d'errer oisivement sans trouver le moindre gibier à prendre en chasse, du temps où les oiseaux migrateurs n'étaient pas là, où les rats se cachaient sous la surface gelée de la terre et où les poules restaient enfermées. Mais jamais la fin de l'hiver n'avait été aussi difficile à supporter que la déception de cette journée. Smir n'était plus un jeune renard. Maintes fois les chiens avaient été à ses trousses et il avait entendu les balles siffler à ses oreilles. Il était resté profondément enfoui dans un terrier tandis que des bassets rampaient dans les galeries et le manquaient de peu. Mais l'angoisse éprouvée lors de tels tracts n'était rien en comparaison de celle qu'il ressentait chaque fois qu'un bond sur une de ces oies sauvages se soldait par un échec. Le matin, au début du jeu, Smir était si beau que les oies avaient été stupéfaites de le voir. Smir aimait la magnificence et sa fourrure était d'un rouge somptueux, sa poitrine blanche, son museau noir et sa queue fournie comme un panache. Mais maintenant que la journée avançait, la fourrure de Smir pendait en touffes broussailleuses. Il baignait dans sa sueur, ses yeux avaient perdu tout éclat, sa langue pendait longuement hors de sa gueule haletante ruisselant d'écume. Dans l'après-midi, Smir fut si fatigué qu'il fut saisi de vertige. Des oies ne cessaient de voler devant ses yeux. Il fit même des bonds sur des taches de soleil aperçues par terre, et une pauvre vanesse sortit trop tôt de son cocon. Infatigables, les oies sauvages poursuivirent leur vol. Toute la journée, elles continuèrent de torturer Smir. Elles n'éprouvaient aucune pitié à le voir détruit, à bout, fou. Elles savaient que Smir ne les voyait pratiquement plus, qu'il bondissait après leurs ombres, mais implacablement, elles continuaient. Elles n'arrêtèrent de se gausser de lui que lorsque Smir, le renard, s'effondra sur un tas de feuilles sèches, totalement épuisé, anéanti, comme prêt à rendre l'âme. « Maintenant, renard, tu sais ce qui arrive à qui ose s'attaquer à Akka de Knippekneise, lui crièrent-elles, alors dans l'oreille, et sur ce, elles le laissèrent tranquille. Et toi aussi, je vais maintenant te laisser dans cette absolue tranquillité, poursuivre encore quelque temps, si tu le désires, ce voyage au-dessus de la Suède, à travers ces forêts magnifiques, ces marécages, ces lacs, ces villages. Tu vas pouvoir t'envoler aussi loin que tu le souhaites, porté par le jar, suivant les oies sauvages, te dirigeant vers le nord, vers la Laponie, où d'autres contes, d'autres sortes de magie t'attendent. Et pendant ce temps, tout ton corps va continuer à dériver jusqu'aux rives du sommeil et du calme le plus absolu.